Par exemple, en expliquant l'image de la caverne au début du livre 7 de la République, il suppose que les 4 sections de cette image correspondent exactement aux 4 sections de la ligne divisée à laquelle Platon avait peu auparavant comparé les 4 types de compréhension. Les 4 parties de la ligne divisée sont la conjecture, la croyance, le raisonnement et la perception intellectuelle. Les 4 parties de l'image de la caverne sont la vie dans la caverne, la perturbation momentanée et sans effet de cette vie, la sortie de la caverne et la redescente dans la caverne. Wilde est contraint par sa supposition de considérer la deuxième partie de l'image de la caverne comme la description d'une élévation, à savoir d'un désenchantement effectif, tandis que selon Platon, aucun désenchantement ne peut avoir lieu à l'intérieur de la caverne. Là, celui qui a quelques soupçons de ce qu'est la nature réprime ou défigure complètement ce soupçon. La présentation dramatique de cette étape est la profession de foi de Calliclès. En ce qui concerne la correspondance entre le raisonnement et la sortie de la caverne et ce qu'elle implique, il faut remarquer que dans l'image de la caverne, l'étape la plus élevée n'est pas la vision du soleil, l'intuition intellectuelle de l'idée du bien, mais le raisonnement sur le soleil. Il est ainsi empêché de saisir clairement dans quelle mesure l'image de la caverne va plus loin que les autres énoncés de la République. Pour ne mentionner que le point le plus évident, dans les autres énoncés de la République, l'accent est mis sur la différence entre les objets sensibles et intelligents, mais l'image de la caverne déplace l'accent vers la différence entre les choses naturelles et les choses artificielles. Les habitants de la caverne, c'est-à-dire les non-philosophes, n'ont aucune notion de la nature, et partant ils ne connaissent même pas les choses artificielles telles qu'elles sont. Ils prennent les choses artificielles telles qu'ils les comprennent, c'est-à-dire en tant qu'objet de leur opinion conventionnelle, les ombres de choses artificielles pour la vérité. Poussé par la puissance des suggestions de Platon, Wilde voit bien de quelque manière que la vie dans la caverne est caractérisée par le subjectivisme social et l'artificiel. Mais en ne se rendant pas compte que cette information cruciale est un aspect de la dimension par laquelle le mythe dépasse les énoncés non mythiques, il manque à la fois de voir que la caverne représente la cité et d'apprécier l'importance exacte de cette information. Le résultat final est le manque de clarté sur l'opinion de Platon en ce qui concerne le rapport entre la philosophie et la politique. Telle est, à mon avis, la clé du passage sur les idées des choses artificielles dans le 10e livre de la République. 4. Les écrivains modernes qui ne réfléchissent pas assez aux traits essentiels de la pensée moderne sont ainsi voués à moderniser et ainsi à défigurer la pensée des classiques. C'est la raison pour laquelle Wilde comprend la philosophie politique de Platon comme une philosophie réaliste de la culture. Il cite avec approbation la remarque d'un spécialiste selon laquelle Thomas d'Aquin n'a pas écrit de traité spécial portant sur la culture et selon laquelle il n'emploie pas du tout le mot dans son acception moderne. Mais il ne se pose pas la question de savoir si exactement la même remarque ne s'applique pas à Platon. La philosophie de la culture fut une conséquence de l'idéalisme allemand, et la culture en tant que terme philosophique implique une distinction fondamentale entre la culture entendue comme le domaine de la liberté et de la créativité, et la nature entendue comme le domaine de la nécessité. Ce mot implique la négation de normes naturelles de l'activité culturelle. Platon, quant à lui, se souciait au tout premier chef de découvrir l'ordre naturel qui doit servir de guide aux entreprises humaines. La racine historique de notre conception de la culture est le changement fondamental de signification du mot nature, qui devint manifeste au XVIIe siècle, et tout particulièrement dans la conception hobbésienne de l'état de nature. Non seulement pour Platon et Aristote, mais également pour les sophistes, le naturel était ce que l'on peut appeler, en s'exprimant de manière confuse, l'idéal, mais depuis le XVIIe siècle, il en est venu à signifier que ce que l'on implique lorsque l'on parle du contrôle ou de la conquête de la nature, en d'autres termes, ce contre quoi les efforts rationnels de l'homme doivent être dirigés. Wilde est si peu conscient de cette différence fondamentale qu'il peut parler de l'état de nature de Calliclès et de Hobbès. En comprenant l'enseignement politique de Platon en termes de culture, il est naturellement conduit à imputer à Platon l'opinion selon laquelle il existe quelque chose comme un contrôle scientifique de la nature, et que les arts et les métiers ont pour intention de parvenir à un contrôle rationnel, pour autant que cela est possible, de chaque phrase de la nature humaine et infra-humaine. Sentant peut-être l'inadéquation du terme culture, mais manifestement assez peu soucieux de clarté sur ce qui est néanmoins le thème central de son livre, il ne peut pas prendre son parti entre la question de savoir si la culture est identique à l'ordre technique et par conséquent fondamentalement différente de la vie, comme il le dit dans un ensemble de passages, ou si la culture est identique au grand ordre,
pratique dans son ensemble et inclut par conséquent toutes les activités humaines valables, comme il le suggère dans un autre groupe de textes. En conséquence, dans le seul passage dans lequel il explique ce qu'il entend par philosophie de la culture, il dit d'abord qu'il s'agit d'une branche de la philosophie politique, d'une division de l'éthique, et immédiatement après il suggère que la philosophie de la culture est identique à la philosophie pratique parfaite. En tenant compte de la liaison que la philosophie moderne a peu à peu établie entre la culture et l'histoire, il n'est pas surprenant que Wilde, animé non par l'esprit de Platon, mais par l'esprit de Marx, Heidegger et Dieu sait qui parle d'anticipation systématique du futur, de la nature historique, de l'inversion transcendantale et ainsi de suite. À mesure que l'on acquérera un véritable contrôle technique sur l'environnement humain, ces expédients violents, l'utilisation de la force militaire ou d'un pouvoir secret sur les hommes, dépériront. Cette opinion est diamétralement opposée à l'opinion de Platon, comme il ressort très clairement du Théétète. D'un autre côté, le dogme marxiste selon lequel toute guerre est d'origine économique n'est pas aussi opposé à l'opinion de Platon que Wilde le croit. Ce qui vaut pour la culture s'applique pareillement au réalisme, ou plus spécifiquement au réalisme résolu que Wilde attribue à Platon. Si l'on voulait utiliser une expression susceptible d'indiquer d'une façon pas trop trompeuse l'intention des plus grands parmi les critiques de la philosophie politique classique, comme Machiavel, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, les fédéralistes, il faudrait dire qu'ils opposent à la doctrine idéaliste de l'Antiquité et du Moyen-Âge une doctrine réaliste, dépourvue de toute liaison avec une analyse quelconque, comme c'est le cas dans la présentation de Wilde. L'éloge du réalisme politique exprime simplement le fait déjà historique que l'idéalisme a cessé d'être le préjugé dominant. La signification politique de la philosophie politique réaliste de l'époque moderne, qui refuse de prendre appui sur des critères transcendants, consiste dans le fait qu'elle élève le statut de l'homme, plus précisément de tout homme, et ainsi fournit pour la première fois un fondement philosophique à des aspirations à la démocratie, plus précisément à la démocratie libérale. Il faut se confronter loyalement à ce fait si l'on veut rétablir l'enseignement de Platon en accord avec les aspirations vivantes de notre temps. Dans l'esprit de son identification de la pensée moderne et de la sophistique, Wilde identifie les doctrines du contrat social de matérialisme politique comme Caliclès et Glaucon, et la fameuse théorie du contrat social qui a joué un rôle si important dans la pensée politique moderne. Ce faisant, il néglige le fait que les opinions de Caliclès, aussi bien que celles de Platon et d'Aristote, présupposent une inégalité naturelle entre les hommes, tandis que les théoriciens fameux du contrat social des temps modernes supposent une égalité naturelle de tous les hommes, ou du moins que l'inégalité naturelle entre les hommes n'a rien à voir avec le droit naturel. En fait, Wilde est pratiquement muet sur la très grave question de l'égalité, sur laquelle Platon a tellement à dire. Et cependant, comme il indique dans sa préface, Wilde se tourne vers les classiques parce qu'il pense que notre mode de vie démocratique se fonde sur le point de vue classique, sur la nature humaine, tandis que le communisme et le national-socialisme sont issus de l'idéalisme allemand. Il se tourne en particulier vers Platon parce qu'il s'effraie de la dérive réactionnaire de l'aristotélisme historique. Platon, selon ce que soutient Wilde, reconnaissait la supériorité de l'individu sur la société ou sur l'État. Et la reconnaissance de ce fait fondamental par Platon et en général par la philosophie classique est à l'origine de ce respect communément accordé à l'individu humain, tout au long de l'histoire de la culture occidentale, au moins qu'au temps moderne. De Platon, nous pouvons apprendre ce qui est le fondement des droits individuels, mais la philosophie moderne est antipersonnelle, et elle mène ainsi à un mépris pour le support individuel de la faculté rationnelle. Le point de vue moderne, en d'autres termes, est affirmé conduire à une théorie de l'État totalitaire, dans lequel, pour citer Hegel, Staatsmacht der Religion und die Prinzipalien der Philosophie zusammenfallen. La puissance de l'État, la religion et les principes de la philosophie coïncident. Si on ne le sait d'emblée, il suffit de prendre la peine de lire le contexte de la citation effectuée par Wilde pour voir que Hegel se contente de reformuler les énoncés de Platon selon lesquels le malheur politique ne cessera pas avant que la philosophie et le pouvoir politique ne coïncident, et que la raison de sa reformulation est sa conscience de l'absence du principe de la liberté subjective, c'est-à-dire de la conscience protestante dans la pensée de Platon. Hegel est si loin d'être un totalitaire qu'il rejette la philosophie politique de Platon justement parce qu'il la considère comme totalitaire. Platon, affirme-t-il, ne connaissait pas l'idée de liberté qui est un produit de la doctrine chrétienne selon laquelle l'individu comme tel a une valeur infinie. Selon Platon, l'homme n'est libre que dans la mesure où il est philosophe. Quoi que l'on doive dire sur la tentative de Hegel pour faire remonter au christianisme l'idée de la liberté de l'individu ou celle des droits de l'homme,
Il a vu avec une clarté inégalée que lorsque Platon indique la supériorité absolue de l'individu sur la société ou sur l'État, il ne veut pas désigner par là tout individu, mais seulement le philosophe. Le respect pour chaque homme en tant qu'être rationnel est bien entendu plus kantien que platonicien ou aristotélicien. Personne n'a le droit de parler de l'abolition implicite de l'esclavage dans la République s'il ne parle pas en même temps et avec beaucoup plus d'insistance de l'abolition explicite de la famille, sur quoi Wilde ne dit rien du tout. La première est inséparable de la dernière. Le souhait de Wilde de faire ressembler Platon à quelque chose comme un libéral en politique le conduit à affirmer que selon Platon, tous les hommes sont des philosophes, ou que la sagesse est accessible à tous, bien que Platon ne se lasse pas de répéter que personne ne peut devenir philosophe s'il n'a pas pour cela des dons naturels spécifiques, et que des naturels philosophes sont extrêmement rares. Le seul texte que Wilde avance pour prouver ce qui est peut-être sa plus grande théorie originale est un passage du Protagoras qui lit de la manière suivante: « Tout membre vivant d'une communauté vivante pratique par ses pensées quotidiennes l'art de la philosophie ». Dans la mesure où ce passage est tiré d'un discours de Protagoras le sophiste, Wilde à son insu caractérise comme sophistique l'opinion qu'il attribue à Platon, et ainsi se rapporte-t-il d'une manière quelque peu anti-platonicienne à l'opinion platonicienne. Si l'on accepte les thèses platoniciennes selon lesquelles la sagesse est le seul titre absolument valable pour gouverner ou pour participer au gouvernement, et selon lesquelles la sagesse, qui est la vertu au sens strict, exige certains dons naturels très rares, on est conduit à admettre que l'inégalité entre les hommes pour ce qui est des dons intellectuels est politiquement décisive, c'est-à-dire que la démocratie est contraire au droit naturel. Pour réconcilier ses convictions démocratiques avec son platonisme, Wilde est contraint d'affirmer que la traduction d'aristocratia par aristocratie est absurde, et que la République de Platon est une société sans classe dans laquelle toutes les phases ou toutes les parties de l'État sont gouvernées par une sagesse qui n'appartient pas à un individu ou à un groupe particulier. Wilde ajoute en note: ainsi, le nombre de gardiens est une question indifférente, ils peuvent être un ou multiples. Le mot que Wilde rend par multiple signifie dans le contexte plus d'un. Est-il nécessaire de dire que dans la cité parfaite de Platon, seuls les philosophes, un groupe extrêmement restreint, sinon un homme unique, ont le droit de gouverner, un droit absolument indépendant de tout consentement populaire, a fortiori de contrôle populaire? En ce qui concerne le caractère sans classe de la cité parfaite de Platon, il suffit de remarquer que Platon appelle ces trois parties, dont l'une est celle des philosophes, des races ou des classes, et des nations ou des tribus, et que le fait d'être membre de diverses classes est dit explicitement être en général héréditaire. Wilde remplace purement et simplement ce qui est chez Platon le règne des philosophes, c'est-à-dire le règne d'un type spécifique d'homme par le règne de la philosophie ou de la science vulgarisée sur les esprits des membres de l'ensemble du corps politique. Parce qu'il n'a pas essayé de comprendre la philosophie moderne, il ne voit pas la différence fondamentale entre le concept aristocratique de la philosophie ou de la science qui est caractéristique de la philosophie classique et qui est inconciliable avec l'idée d'une vulgarisation des Lumières et le concept démocratique qui apparut d'abord grâce aux efforts d'hommes tels que Bacon, Descartes et Hobbes, et qui est le fondement philosophique de la vulgarisation des Lumières ou de l'influence révolutionnaire de la philosophie sur la société dans son ensemble. En ce qui concerne l'affirmation Polatim eruditur vulgus de Hobbes comparée celle de Luther, der Gemeine vulgus, man wird verständig, l'homme du peuple devient raisonnable. La confusion du philosophe et de tout homme par Wilde semble être due à l'ambiguïté apparente de ce que dit Platon sur la relation entre l'éducation et l'art politique ou législatif. Platon semble avoir eu du mal à trancher la question de savoir lequel des deux gouverne réellement l'autre. Wilde résout la difficulté pour Platon en affirmant d'un côté que la science du gouvernement prend en charge rationnellement tous les besoins non rationnels du troupeau humain et que l'éducation prend en charge rationnellement les besoins spécifiquement rationnels de l'animal rationnel. Et d'un autre côté que l'État de Platon est une théocratie qui n'admet pas de séparation entre l'Église et l'État et partant prend évidemment en charge les besoins rationnels de l'animal rationnel. Platon a résolu la difficulté dans la République dont le sujet est précisément la relation entre l'éducation et la politique en distinguant deux espèces d'éducation, l'éducation de tous et l'éducation des philosophes en puissance. Est-il nécessaire de dire que dans la cité parfaite de Platon, seuls les philosophes, un groupe extrêmement restreint sinon un homme unique, ont le droit de gouverner, un droit absolument indépendant de tout consentement populaire, a fortiori de contrôle populaire. En ce qui concerne le caractère sans classe de la cité parfaite de Platon,
et dit explicitement être en général héréditaire. Si tous les hommes sont des philosophes en puissance, il ne peut y avoir de doute sur l'harmonie entre la philosophie et la politique que présuppose l'idée de diffusion des Lumières. Indépendamment de la position sur la popularisation des Lumières, Platon aurait cru en une telle harmonie s'il n'avait soutenu comme Wilde le pense qu'il est de l'essence du philosophe qui, en tant que tel, a quitté la caverne de la vie politique, dit redescendre. Mais selon La République, ouvrage dans lequel Platon a traité ce problème plus complètement que partout ailleurs, la descente du philosophe est due à la contrainte ou à la force de ce genre de contrainte n'est légitime que dans l'ordre social parfait. Dans une société imparfaite, le philosophe a peu de chances de s'engager dans un genre quelconque d'activité politique. Il mènera plutôt une existence privée. Si l'on énonce la question de savoir s'il existe une harmonie naturelle entre la philosophie et la politique en des termes platoniciens, la réponse risque de dépendre pratiquement de la question de savoir si l'on pense que le devenir effectif de l'ordre parfait est normal ou si ce n'est qu'une improbable possibilité. Platon a certainement choisi la deuxième solution, comme Wilde l'admet. La réponse ultime dépendra de la manière dont on apprécie la possibilité du devenir effectif de l'ordre parfait, indépendamment de considérations de probabilité. La fin du 7e livre de la République ne laisse guère de doute sur la négation par Platon de cette possibilité. Quoi qu'il en soit, on peut résoudre la question ad hominem de la manière suivante. Selon l'affirmation répétée de Platon, l'ordre parfait ne peut devenir effectif si les philosophes qui gouvernent ne possèdent pas une connaissance directe et suffisante de l'idée du bien. Et Wilde suggère qu'une telle connaissance n'est pas possible. Dans